Alors, très bien. Merci à toutes et à tous d'être avec moi ce matin. Bonjour Alexandre. Je Bonjour. vais commencer par me présenter. Ah, encore une personne qui se connecte. J'attends encore 3 secondes. Ça arrive. Alors, pensez peut-être à couper votre micro pour éviter les bruits de fond. Bien sûr, voilà, vous aurez la parole à la fin pour les questions, voilà. Mais en tout cas, c'est pour éviter les éventuels bruits de clavier ou autres. Ah, encore 2 personnes. Bon, allez, c'est bientôt bon. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Très bien. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, Julie Couplet-Rodex, je suis chef de projet et formatrice diversité au sein du réseau Les Entreprises pour ICT, LEPC, dont vous faites partie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots rapides de présentation de notre réseau. Donc, LEPC a été fondé il y a bientôt plus de 30 ans. Et donc, l'association, elle accompagne, bienvenue à la personne qui nous a rejoint. L'association accompagne, mobilise et puis donc inspire donc un collectif d'entreprises, notamment par le partage et la co-construction. Nous sommes un laboratoire de réflexion-action avec 3 domaines de compétences bien identifiés, à savoir l'égalité des chances dans l'éducation et l'inclusion numérique, le mécénat et les investissements citoyens, et le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, l'accès à l'emploi et la diversité en entreprise. Et un des atouts de notre réseau, c'est sa territorialité, puisque nous sommes présents et présentes sur l'ensemble du territoire avec 6 directions régionales qui vous accompagnent au quotidien. Et bienvenue à la personne qui nous a rejoint à nouveau. Alors, très rapidement, les activités de LEPC en matière de promotion de la diversité et de l'inclusion, en quelques chiffres. Alors, nous organisons toute l'année des événements, des temps d'échange et des ateliers pour l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de nos entreprises membres, qu'ils soient en présentiel ou à distance, beaucoup plus maintenant, comme aujourd'hui donc. Et donc en 2019, nous avons organisé plus de 40 événements partout en France sur les sujets spécifiques de la diversité. Donc, par exemple, le handicap, il y a eu la question des évolutions de la loi début 2019, l'égalité professionnelle femmes-hommes, par exemple, ou encore l'inclusion des LGBT en entreprise. Ce chiffre correspond uniquement aux événements en lien avec les sujets directs de la diversité, puisque nous organisons donc des événements autour de nos autres thématiques, du mécénat, des investissements citoyens et en faveur de l'égalité des chances, et sur les questions d'inclusion numérique. À nouveau, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Alors, nous proposons également des formations et des sensibilisations pour les entreprises. Donc, nous formons environ 800 salariés chaque année, qu'ils et elles soient managers, RH, référents aussi, référents agissement sexiste, harcèlement sexuel, ou encore référents handicap. Enfin, nous portons un projet d'ampleur que nous allons lancer dès cet automne, donc soutenu par le ministère du Travail et la Caisse des dépôts. Le projet Levier a pour objectif de soutenir l'inclusion des personnes réfugiées dans l'emploi. Dans ce cadre, les entreprises partenaires pourront être accompagnées et conseillées dans leur démarche, sensibiliser leurs salariés et leur permettre de s'engager dans des actions concrètes en soutien de l'accès à l'emploi des personnes réfugiées ou encore leur permettre de recruter. Voilà. Donc, je vais renseigner mon contact en début et en fin de présentation, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet. Enfin, un dernier mot de présentation pour vous dire également que nous sommes porteurs de la charte de la diversité.
Et donc, la charte de la diversité, elle rassemble plus de 4000 signataires, hein, qu'ils soient des entreprises, donc on a beaucoup aussi de TPE et de PME notamment, et ou qu'ils soient des structures d'intérêt général. Donc, votre entreprise est peut-être déjà signataire. En tout cas, cette charte, c'est un vrai outil de développement et de valorisation des engagements des entreprises, que ce soit en externe ou en interne auprès de vos salariés. Et rejoindre la communauté des signataires, ça vous permet d'accéder à des ressources, hein, pour vous aider dans votre engagement quotidien. Donc, je vous invite vraiment à consulter à l'occasion le site de la Charte de la diversité. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler de lutte contre les discriminations et de diversité et d'inclusion. Donc, ce sont des sujets que vous êtes nombreuses et nombreux à aborder dans vos missions au quotidien. Ce sont des sujets jamais dépassés, toujours d'actualité. Et les discriminations restent des phénomènes malheureusement encore présents au travail, dans nos sociétés et puis partout dans le monde. La crise sanitaire que nous vivons actuellement n'a pas mis de côté ces phénomènes discriminatoires. Loin de là, en fait, elle a contribué au contraire à mettre en lumière de manière exacerbée toutes les situations de discrimination et d'inégalité dans nos sociétés. La pandémie a exacerbé le racisme et l'intolérance partout dans le monde. Les personnes et les salariés d'origine asiatique ont été particulièrement exposés à des comportements discriminatoires de rejet dès l'apparition des premiers cas en France et ailleurs dans le monde. On parle par exemple de la situation des États-Unis ces dernières semaines, là où on observe une exacerbation des discriminations envers les personnes asiatiques, notamment à New York, et plus récemment, une prise de conscience des phénomènes de violence policière à l'égard de la population afro-américaine qui est particulièrement touchée et meurtrie par cette crise. Les personnes LGBT, lesbiennes, gays, bi, transgenres, ont été aussi particulièrement exposées aux discriminations dans la période de confinement. En France, c'est le cas notamment des jeunes LGBT qui se trouvaient parfois dans un environnement familial hostile. On pense également aux personnes en situation de handicap qui n'ont pas toutes bien vécu la période de confinement. Et malgré les idées reçues, beaucoup ont continué à travailler dans cette période. Et s'agissant des perspectives d'embauche, on constate malheureusement que cette période a impacté négativement sur le recrutement des personnes en situation de handicap. Par ailleurs, la crise a mis en lumière les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes, notamment en matière de répartition du travail domestique au sein des familles, ainsi que le manque de valorisation et des fonctions et des métiers à prédominance féminine, dont la plupart ont été en première ligne. On a vu également que cette période de confinement a exacerbé les situations de violence conjugale et intrafamiliale. Sans oublier enfin la situation des personnes les plus isolées et vulnérables économiquement, qui cumulent souvent les discriminations, qui sont d'ores et déjà les principales victimes de cette crise. Donc les entreprises, elles ont montré qu'elles restaient présentes dans cette période. Elles ont continué à informer et à sensibiliser sur leurs engagements auprès de leurs salariés, que ce soit par exemple au travers de leurs conseils donnés dans cette période de confinement, notamment en termes d'égalité femmes-hommes dans le couple, prévention des violences, ou encore au travers de soutien matériel à des associations qui viennent, par exemple, en aide à des jeunes LGBT ou aux femmes victimes de violences. On verra ce que l'avenir proche nous dit. Mais on parle déjà en fait d'évolution dans les valeurs et les façons de concevoir le travail. Donc cela aura donc un impact sur les relations entre les personnes et le vivre ensemble dans l'entreprise. On sera en tout cas là à vos côtés pour vous accompagner dans ces évolutions. En attendant, on voit que les enjeux de la non-discrimination et de la diversité sont effectivement des points de vigilance au quotidien pour les entreprises, y compris dans cette période que nous vivons. Ce qui m'amène à vous présenter les objectifs de cette matinée. Alors, nous allons donc aborder ensemble quelques enjeux de la diversité et de l'inclusion en entreprise. Nous allons revenir sur les différents concepts, rappeler le cadre juridique et les différentes formes de discrimination. Enfin, on verra que la diversité et l'inclusion, c'est un effort de tous les jours et qu'il faut poursuivre cette vigilance dans ce contexte qui est propice au risque de renforcement des inégalités et des comportements discriminatoires.
S'agissant du déroulement spécifique de ce webinaire, je vais donc prendre la parole pendant une vingtaine de minutes, comme j'ai commencé à le faire. Et ensuite, nous nous laisserons une dizaine de minutes si vous avez des questions à la fin de ce webinaire, si vous souhaitez témoigner. Et donc, je répondrai à ces questions et puis vous aurez mes coordonnées si vous souhaitez me poser des questions après ce webinaire. Et si vous souhaitez poser des questions pendant mon intervention, vous avez en bas de votre écran, au milieu, un onglet « Converser » qui vous permet de les renseigner. Donc, j'y répondrai à la fin de ce webinaire, durant le temps dédié que j'évoquais tout à l'heure. Donc, en tout cas, voilà, je vous conseille de couper votre micro. Je pense que c'est déjà fait en attendant, et puis vous pourrez le rebrancher pour un échange à la fin. Voilà. En tout cas, sachez qu'à l'issue du webinaire, vous aurez à votre disposition le support ainsi que le replay de l'événement. Alors, si je vous dis de penser à des mots qui évoquent le sujet d'aujourd'hui, alors pas forcément en lien direct avec la crise actuelle, vous aurez certainement quelques idées en tête, spontanément, hein, des expressions, des mots, des concepts qu'on entend souvent et qui d'ailleurs, pour certains, ils peuvent parfois paraître synonymes. En tout cas, selon votre intérêt et votre niveau de connaissance du sujet, vous pouvez penser à discrimination, mixité, égalité, égalité des chances, justice, inclusion, diversité. Eh bien, je vous propose de voir ensemble ce que recouvrent les concepts les plus courants. Alors, voici les 3 concepts qui reviennent le plus souvent quand on parle des enjeux de responsabilité sociétale et de lutte contre les discriminations en entreprise. Alors, tout d'abord, on parle d'égalité des chances. Là, on est dans une logique... attendez, il y a un petit truc avec l'animation. Voilà. Alors, on est dans une logique de correction des inégalités, d'action positive, et on cible plutôt là des groupes de personnes susceptibles d'être victimes de discrimination. Elle se distingue de l'égalité des chances, qui est un principe de base inscrit dans le Code du travail et qui implique de traiter tout le monde de la même façon, dans une logique égalitariste. C'est par exemple l'égalité dans le recrutement ou dans les modalités d'évolution de carrière. Pour autant, certaines personnes ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire, un accompagnement spécifique pour leur permettre d'occuper un emploi et de l'exercer dans de bonnes conditions. Ce qui implique que cette égalité des chances doit en fait coexister avec le principe de base de l'égalité de traitement. Et si on s'intéresse à ce contexte particulier de reprise du travail, il se peut qu'une entreprise ait appliqué un protocole, des règles à respecter pour l'ensemble des salariés. Pour autant, certains auront besoin d'un accompagnement et d'un aménagement spécifique par rapport à d'autres salariés. C'est le cas de certaines personnes en situation de handicap, qu'elles aient besoin d'aménagement en termes d'horaire, encore en termes de matériel, sachant que les entreprises, dans la période de confinement, ont aidé de la GFIP, qui est ici présent, ont effectivement accompagné les salariés pour l'aménagement de leur télétravail, dès la période de confinement. Donc, j'ai représenté cette différence, cette distinction par deux dessins, pour ça vous parle un peu. C'est l'idée donc dans ces illustrations, ce contraste, c'est qu'on corrige des inégalités de base par l'égalité des chances pour donner les mêmes chances à tout le monde. Ensuite, la diversité. Donc on parle aussi de gestion de la diversité. Donc, on n'est pas là dans une logique d'obligation. C'est un choix libre de l'entreprise. Elle est basée sur une politique d'individualisation. Et c'est une démarche plus globale que les 2 précédentes, égalité de traitement et égalité des chances, et qui est souvent en cours de mise en place dans les entreprises. Et elle doit nécessairement donc cohabiter avec ces principes de base d'égalité de traitement et d'égalité des chances. Au-delà des différents critères de discrimination, l'entreprise, elle va aborder le sujet de la diversité au travers de thématiques. Donc l'égalité professionnelle femmes-hommes, l'inclusion des LGBT au travail par exemple, ou encore le management intergénérationnel. Il s'agit d'une démarche volontaire de l'entreprise et donc les thématiques abordées sont souvent en rapport avec les enjeux de l'entreprise. Par exemple, je constate des conflits de génération dans les équipes, mes métiers sont en train d'évoluer.
D'ailleurs aussi, les relations entre personnes vont peut-être encore évoluer. Donc, je vais engager une réflexion sur le développement d'un management intergénérationnel. Enfin, au-delà du principe de diversité, on parle de plus en plus ces dernières années d'inclusion. Alors, si je peux utiliser une métaphore, la diversité, c'est le fait d'inviter une personne au bal, et l'inclusion, c'est le fait de l'inviter à danser à ce bal. Donc, au-delà de l'intégration des différences, l'inclusion, c'est s'assurer que chacun et chacune soit respecté dans ses différences, et c'est faire en sorte que ces différences interagissent ensemble et qu'on en tire un bon collectif de travail auquel chacun et chacune se sentent appartenir. Et même dans ce contexte, dans cette période particulière de télétravail et de management à distance que vous avez pour la plupart connu, c'est une vigilance à garder. L'inclusion se pratique au quotidien et s'exprime par la mise en place de process notamment. Par exemple, dans la communication, certaines entreprises ont mis en place une écriture inclusive. C'est le cas par exemple de Schneider Electric qui est présent aujourd'hui. Ou encore, c'est l'idée aussi d'envoyer un ensemble de messages qui vont être bienveillants, qui vont mettre en valeur le respect des différences de chacun et chacune, ne serait-ce qu'en communiquant sur les engagements de l'entreprise. Alors, la diversité et l'inclusion représentent des enjeux importants pour les entreprises. C'est aussi pour cela que vous avez souvent des directions dédiées en interne et que vous signez des textes d'engagement. Et puis, que vous faites appel ponctuellement à des structures spécialisées. En tout cas, à LEPC, c'est une dizaine d'entreprises par an que nous accompagnons dans la définition et le développement de leurs engagements en matière de RSE. Alors, parmi ces enjeux, il y a à la base un enjeu juridique, celui d'éviter les sanctions, mais aussi un enjeu d'exemplarité, avec une forte impulsion politique qui a contribué à inciter les entreprises à s'engager au travers d'une politique de responsabilité sociétale. Il y a un enjeu d'image et d'intégrité qui est à préserver, donc notamment dans la perspective de pouvoir attirer des nouveaux talents. Puis un enjeu de gestion des ressources humaines, c'est-à-dire cet objectif de bien positionner chaque individu par rapport au poste qui lui correspond, tout en s'assurant du respect des principes de non-discrimination. Également, il y a donc l'idée partagée et confirmée par des études que plus les équipes sont hétérogènes et peuvent interagir ensemble dans le respect des différences de chacun et chacune, plus cela va créer de la cohésion d'équipe et de la créativité et donc de la performance pour les entreprises. La diversité et l'inclusion sont donc des sujets que les entreprises n'ont pas intérêt à laisser de côté, d'autant plus dans cette période de crise sanitaire et d'ores et déjà économique qui, comme je vous disais tout à l'heure, tend à exacerber les inégalités et les comportements discriminatoires. Donc, en continuant en fait à sensibiliser et à former les salariés, vous contribuez au changement de comportement qui font que demain, dans le monde professionnel et par déclinaison dans la sphère personnelle, les propos et actes sexistes ou encore xénophobes diminueront. Et en chercher et en intégrant des talents nouveaux, parfois vulnérabilisés par la crise, et en soutenant les managers dans la mise en œuvre d'un management fondé sur le respect, vous préparez la sortie de crise. Alors, qu'est-ce qui lie à la base les concepts de diversité et d'inclusion ? C'est le principe de non-discrimination. Alors justement, pour rappel, c'est quoi une discrimination ? C'est quoi discriminer ? Je lis donc la définition avec vous. La discrimination, ça désigne une situation où un individu ou un groupe de personnes est traité de manière moins favorable qu'un autre ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, et ceci en raison d'un des critères interdits par la loi. Donc, on va voir qu'il y a 25 critères prohibés par la loi. Il faut se dire qu'en fait, on discrimine inconsciemment dans la vie quotidienne, puisque discriminer, en fait, c'est opérer un choix, une sélection. Donc, quand on fait nos courses, par exemple, quand on choisit un ou une partenaire ou nos amis selon certains critères, par exemple les critères physiques du ou de la conjointe, les opinions politiques des amis, mais il faut se mettre en tête
d'abandonner ces critères de sélection qu'on utilise consciemment ou pas dans notre vie quotidienne dès lors qu'on franchit le seuil de l'entreprise. On ne peut pas traiter différemment une personne ou un groupe sur la base des critères de discrimination définis par la loi. Alors, sur quoi portent nos stéréotypes? Alors, de très nombreuses situations peuvent être sujettes à discrimination car nous avons une tendance naturelle à catégoriser les gens et à généraliser les caractéristiques de groupes de personnes. Donc, c'est l'idée en fait de mettre tout le monde dans le même panier. C'est une forme de caricature. Et ça nous vient de nos stéréotypes. Il faut savoir que tout le monde a des stéréotypes. C'est normal d'en avoir car en fait, c'est un mécanisme naturel du cerveau et une forme d'économie d'énergie pour lui. Donc, les stéréotypes en fait, nous permettent de faire des déductions simples par rapport à l'observation et nous permettent donc de vivre sans devoir se poser 100 000 questions d'une complexité sans nom à chaque fois, à chacune de nos actions. Voilà. Donc, mais même si on ne peut pas effacer nos stéréotypes, il faut néanmoins en prendre conscience et apprendre à s'en méfier pour faire évoluer ces conceptions et prévenir le risque de passage à l'acte de discrimination. Et c'est aussi pour cela que les entreprises sensibilisent en leur sein tout salarié, toute salariée susceptible de prendre des décisions en interne, qu'il et elle soient managers ou exercent des missions de recrutement. Car justement, nos stéréotypes conduisent à biaiser nos perceptions et à prise de décision et donc à alimenter nos préjugés. Il est donc primordial d'amener les salariés au sein de l'entreprise à en avoir conscience. Alors, quelques mots maintenant sur les différentes formes de discrimination. Donc, peut-être, voilà, vous connaissez, on parle de discrimination directe pour désigner le fait de défavoriser une personne sur la base d'un des critères de discrimination prohibés par la loi. Alors, la discrimination indirecte, là, à la différence de la discrimination directe, elle se manifeste plutôt au travers de process, donc a priori neutres, mais en fait qui vont défavoriser un groupe dans son ensemble. Donc, c'est par exemple le fait de programmer des formations à évolution professionnelle le mercredi, alors que parmi les salariés qui sont en temps partiel et qui souvent ne travaillent pas le mercredi, eh bien, on a une grande majorité de femmes, une grande majorité qui sont des femmes. Voilà, donc ça va discriminer indirectement le groupe des femmes. Alors, l'injonction à discrimination, là je fais référence à la loi du 27 mai 2008, c'est le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement de discrimination. Autrement dit, c'est l'interdiction de donner l'ordre de discriminer ou d'y obéir. Ensuite, le harcèlement discriminatoire, là je fais référence encore à cette loi du 27 mai 2008, ça renvoie en fait à tout agissement qui est lié à un des critères définis par la loi et également aussi tout agissement à connotation sexuelle, donc subi par une personne et qui a pour objet ou pour effet, on retrouve cette définition souvent dans les définitions globales de harcèlement moral, harcèlement sexuel, c'est l'idée de porter atteinte à la personne dans sa dignité, de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant. Mais à la différence du harcèlement moral, le harcèlement discriminatoire n'implique pas que les agissements soient répétés. Exemple, voilà, on a eu le cas d'un salarié noir qui avait retrouvé une photo de singe dans son casier. Voilà, comme quoi un seul acte suffit pour que ça soit reconnu comme du harcèlement discriminatoire. Ça peut prendre aussi la forme de remarques et de blagues. On sait que les blagues sexistes sont encore courantes et socialement acceptées, mais en tout cas, en plus d'être un agissement sexiste, eh bien, c'est un exemple de harcèlement discriminatoire. Idem pour les blagues et propos racistes ou homophobes, mais qui par contre sont beaucoup moins socialement acceptés. Enfin, la discrimination positive, alors même si elle est positive, ça reste quand même une discrimination. Voilà. Car ce qu'on va juger dans la discrimination, ce n'est pas l'intention de l'auteur à la base, qui n'est pas forcément négative ou consciente, mais l'acte de discrimination en lui-même. Et avec la discrimination positive, on est dans une logique de quota, de résultat. Par exemple, c'est le fait de recruter une femme juste parce que c'est une femme et que je n'ai pas assez de femmes dans mon équipe. Pour que ce ne soit pas une discrimination positive, il faut respecter la logique de à compétence égale. C'est-à-dire que dans une logique de correction des inégalités, je peux, à compétence égale, choisir la candidate féminine. Je ne la recrute pas uniquement parce que c'est une femme, mais parce qu'elle a des compétences, les compétences que je recherche, à un niveau comparable aux compétences des autres candidats masculins, et que j'ai un objectif de renforcer la mixité dans mon équipe. Alors,
comment se manifeste la discrimination dans l'entreprise? Alors, il faut savoir que le champ d'application de la loi en matière de prohibition de la discrimination s'étend sur l'ensemble des process intervenant dans la carrière d'un individu. Depuis la rédaction de l'offre d'emploi, son recrutement, son arrivée dans l'emploi, jusqu'à son départ, sa démission ou son licenciement. Donc voilà, vous voyez à l'écran des exemples des phénomènes de discrimination au travail. Alors parmi eux, je peux évoquer notamment le phénomène de tentative de dissimulation des origines étrangères. Alors c'était assez courant, notamment dans les centres d'appel, de demander à toutes les personnes avec des noms, tous les salariés avec des noms à consonance étrangère, de répondre aux clients en se présentant sous le nom de Marie ou Paul. Maintenant, on évite la sanction en demandant à l'ensemble des salariés d'emprunter ces noms et on ne le demande pas seulement à ceux et celles qui ont des prénoms à consonance étrangère. En tout cas, c'est encore un phénomène bien présent. Alors, autre aspect de discrimination au travail, je peux citer dans les exemples donnés le phénomène d'ethnicisation et de féminisation des tâches, ce qui est encore fortement présent en France, c'est très ancré. Et ça existe depuis longtemps, ce phénomène existe depuis longtemps, mais la crise a en tout cas permis de mettre en évidence cette forte segmentation du marché du travail, entre d'un côté des emplois stables et d'un autre un ensemble d'emplois précaires et peu valorisés, et qui dans nos sociétés sont effectivement encore majoritairement exercés par des femmes et ou des personnes d'origine étrangère. Alors c'est vrai que souvent en Europe, en tout cas en France, on parle de la discrimination en employant un registre plutôt éthique et moral. Donc on parle d'injustice, d'inégalité ou encore d'idéal démocratique. Mais on a tendance à oublier que dans la loi, la discrimination, c'est avant tout un délit inscrit dans le code pénal et par ailleurs une infraction du code du travail. Alors justement, concernant le cadre juridique en matière de lutte contre la discrimination, il faut savoir que la loi du 27 mai 2008, ainsi que l'autorité indépendante du défenseur des droits, reconnaissent 25 critères de discrimination. Alors, la plupart des critères découlent de la législation française, d'autres ont été imposés par la législation européenne. C'est le cas des critères de l'âge, de l'origine, du handicap, du sexe, des convictions religieuses et de l'orientation sexuelle. Alors, ces critères concernent le domaine du travail, plus largement l'ensemble des aspects de la vie en société. Et donc, le droit du travail est donc concerné, mais aussi le droit au logement ou encore le droit à la santé. Et lorsque le défenseur des droits va déterminer si une situation est discriminante ou non, il va parfois être amené à recouper les critères. Donc, les critères du patronyme, du prénom, du nom, peut être par exemple recoupé aux critères de l'origine, ou encore, autre exemple, le handicap peut être recoupé aux critères de l'état de santé. Alors, je ne vais pas vous décrire tous les critères, je n'aurai pas le temps, mais je vais seulement évoquer un des critères dont on parle beaucoup en ce moment compte tenu du contexte, c'est le critère de l'état de santé. Alors, une discrimination sur la base du critère de l'état de santé, c'est par exemple le fait d'empêcher un ou une salariée de reprendre le travail sur le terrain, car vous suspectez qu'il ait contracté le Covid-19. Alors, on dit la Covid maintenant, mais bon, c'est rentré comme dans le langage courant, le Covid. Alors, vous ne pouvez pas... dans ce cas-là, que vous avez une suspicion que votre salarié a contracté le Covid-19, vous ne pouvez pas baser votre décision de refuser que le salarié revienne sur le terrain uniquement sur la base d'une suspicion. Sinon, c'est une discrimination. Le salarié risque de vous attaquer pour ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord demander au salarié de consulter un médecin et d'attendre l'avis médical. Et là, vous prendrez la décision de voir si c'est possible pour le salarié de rester en télétravail, si les missions le permettent, ou bien, au contraire, si la vie médicale est favorable, de l'autoriser à revenir sur le terrain. En parlant de risques discriminatoires dans le contexte de Covid-19, je vais vous donner quelques petits conseils à appliquer dans votre quotidien de travail. Alors, si vous exercez des missions de recrutement ou de soutien au recrutement, nous avons notamment Pôle emploi aujourd'hui avec nous, alors, premier conseil, c'est
déjà de garder cette vigilance sur les questions qui sont interdites en entretien. Parce que pour rappel, vous ne pouvez pas poser des questions qui font référence aux critères de discrimination définis par la loi et qui font référence à la vie personnelle sans rapport avec les compétences. Donc, je vous ai mis des exemples de questions interdites. C'est par exemple, où habitez-vous? Avez-vous des enfants? Avez-vous eu le Covid-19? Là, ça fait référence à l'état de santé. Quel est votre handicap? On est aussi là dans le secret médical. Vous pouvez juste demander à la personne si elle a besoin d'aménagement particulier en lien avec le poste visé. Vous ne pouvez pas lui demander son handicap. Alors, même en situation d'entretien à distance, restez concentré sur les compétences de l'individu. Et notamment en cas d'entretien en visio ou en vidéo différée, ne vous laissez pas influencer par votre observation de l'environnement entourant le ou la candidate, s'il est à son domicile. Et voilà, parce que ça peut alimenter vos a priori, peut-être, sur ses goûts, ses opinions, encore ses croyances. Voilà, donc restez focalisé sur les compétences. Puis vous pouvez très bien demander au candidat ou à la candidate avant l'entretien si la personne est à l'aise avec le fait de faire un entretien en visio, ou sinon vous pouvez aussi proposer un premier entretien téléphonique. Enfin, même dans cette période particulière où il faut parfois recruter assez rapidement, il faut continuer à vous appuyer sur des outils mis en place dans vos entreprises qui vous permettent de rester objectif et focaliser sur les compétences des candidats, donc de garantir la traçabilité de vos entretiens. Donc, par exemple, au moyen de grilles d'entretien ou au travers d'exercices de mise en situation. Alors, enfin, conseil aux managers. Donc, ce conseil valait avant la crise et pendant la période de confinement, mais essayez autant que possible de rester à l'écoute et attentive à vos salariés, parce que ça vous permettra parfois de repérer des difficultés personnelles ou des fragilités chez certains salariés qui nécessiteront un accompagnement spécifique. Et quand c'est possible, eh bien, faites passer des messages bienveillants pour montrer que personne n'est oublié dans cette période et continuez de mettre en avant l'engagement de votre entreprise en faveur de l'inclusion. Et par exemple, beaucoup d'entreprises communiquent actuellement, voilà, un exemple, voilà, beaucoup d'entreprises qui communiquent en ce moment, mois de juin, sur le mois des fiertés. Alors ça, c'est un événement qui permet d'envoyer un message, par exemple, en faveur de l'inclusion des personnes LGBT en entreprise. Enfin, il est important, en tant que manager, de continuer à ne laisser passer aucun propos ou comportement discriminant, dégradant ou humiliant, car vous le savez, sur le long terme, ça peut avoir des graves conséquences sur les individus et sur la cohésion d'équipe. Et surtout, voilà, dans cette période d'exacerbation, peut-être, des propos et comportements discriminatoires, en tout cas injurieux ou dégradants. Mais bon, vous pouvez, en tout cas, si nécessaire, faire référence à la loi et rappeler le règlement intérieur. Alors, ce que vous devez retenir, ce que je vous ai dit, c'est, la diversité, c'est une vigilance que vous devez garder au quotidien, même dans cette période. Une démarche volontaire, mais qui est au bénéfice de l'entreprise elle-même et de tout le monde dans l'entreprise. Voilà, il faut avoir en tête que la discrimination reste un délit et que, voilà, toujours dans cette logique de vigilance, continuer à prévenir ces discriminations, sachant que l'entreprise a une responsabilité. Alors, les entretiens d'embauche, restez concentrés sur les compétences de l'individu et restez à l'écoute attentif et puis continuez à communiquer sur les engagements de l'entreprise. Alors, en conclusion, sachez que nous sommes là pour vous accompagner sur tous les sujets de RSE et de diversité, que ce soit en présentiel ou à distance comme aujourd'hui. Nous proposons des formations en journée, demi-journée, et c'est sur des formats plus courts de sensibilisation. Et nos formations, en fait, elles s'adaptent à divers cibles, que ce soit des managers, des RH ou encore des référents dans l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à consulter à l'occasion, quand vous avez un besoin, notre catalogue de formation en ligne. Et sachez qu'à partir de septembre, nous proposerons en prestation des sessions à distance, comme aujourd'hui, sous l'intitulé Fondamentaux de la diversité, mais cette fois dans un format d'1h30, ce qui vous apportera un éclairage plus approfondi sur les différents aspects et critères de discrimination, qui vous permettra d'acquérir les bons réflexes dans votre quotidien de travail, et au travers notamment de l'exploration de cas pratiques contextualisés.
Donc, je vais conclure mes propos sur cette belle citation et je vous propose de nous garder donc quelques minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, je vais regarder si vous en avez commencé à en poser. Pas encore. Bah, c'est le moment. Ah, si, attendez. Je regarde. Non, bien, voilà, c'est le moment. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Vous pouvez rallumer la vidéo si vous voulez, le micro. Et sinon, eh bien, si l'inspiration, les questions vous viennent après le webinaire, je vous envoie mon contact. Vous pourrez me les poser après sans souci. Je suis toujours à votre écoute. Bonjour, Sandrine Dubief de la société McCormick France. Est-ce que vous avez vu des entreprises en France réagir par rapport aux événements aux États-Unis plus récents? Donc, c'est plus Covid, c'est les événements autour de la communauté afro-américaine aux États-Unis. Comment vous avez vu les entreprises réagir en France? Merci. Merci pour votre question. Eh bien, les entreprises, c'est surtout, j'ai vu les entreprises du secteur de l'audiovisuel, le secteur artistique, notamment du monde voilà, de la discographie et les industries de la musique, qui ont commencé à montrer leur engagement à travers de l'action collective qui avait eu lieu sur les réseaux sociaux. Le fait de mettre un fond d'écran noir et donc, il me semble qu'il y a une entreprise dont j'ai perdu le nom, du secteur de la musique, qui, pendant une journée entière, a interrompu ses programmes sur le net en soutien à cette affaire et cette question des violences policières aux États-Unis. Voilà, donc c'était une action collective sur les réseaux sociaux pour démontrer cette solidarité à son niveau. Après, je n'ai pas effectivement eu vent encore de réaction directe d'entreprise sur ce sujet. Si je peux me permettre, c'est Valérie, Société Bayard. Il y a un article justement qui est paru dans l'ADN donc de sociétés qui ont réagi donc par rapport au meurtre, on peut le dire maintenant, de George Floyd. Alors en fait, l'article dit qu'il y a pas mal de marques qui ont affirmé donc leur antiracisme, mais qui se font quand même taxer d'hypocrites parce que bon, elles profitent en fait de cet événement pour se mettre en avant et c'est considéré vraiment comme opportuniste. Donc c'est pas forcément bien perçu. Donc des marques comme Adidas ou New Balance, même les GAFA. L'article est intéressant, si vous avez l'occasion de le lire, si ça vous intéresse. Très, très bien, c'est très intéressant. Ouais. J'essaierai de le retrouver. En tout cas, c'est vrai qu'une fois qu'une entreprise met en avant un engagement, un soutien ponctuel dans quelque chose qui est en rapport avec l'actualité, un débat sociétal, eh bien, c'est vrai qu'on va avoir tendance à regarder à la loupe son exemplarité. Et parfois, on se rend compte que voilà, il y a peut-être une remise en question à avoir dans ces entreprises-là qui, comme bon nombre d'entre nous, contribuent consciemment ou pas à ce système voilà, d'inégalité au quotidien. Alors, tiens, Céline Barret de Pôle emploi demande le lien de l'article, si vous l'avez. Oui, je vais l'envoyer. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Gauthier Villaume, McCormick. Juste une question sur un autre sujet, sur l'index égalité professionnelle femmes-hommes. Il y avait eu beaucoup d'articles et ça avait fait couler beaucoup d'encre l'année dernière parce que c'était la première année. Et il me semble qu'il y a eu moins de littérature sur le sujet cette année, alors que les entreprises ont dû normalement publier leurs index 2019. Je voulais savoir si vous, au niveau des LEPC, vous aviez un baromètre qui montre s'il y a eu des progrès ou quelles ont été les tendances enregistrées entre 2018 et 2019 pour les entreprises qui sont soit membres d'LEPC, soit signataires de la charte. Bien, je pense que, comme bon nombre d'entreprises et structures, on avait ce projet, en tout cas, qui a été un petit peu arrêté en plein vol avec la crise.
Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on a moins communiqué sur ces chiffres d'index égalité pro. Bah, il roule bien, il roule bien. J'ai fini de mettre dans le garage hein, pour tester les freins. Pardon? Petit imbroglio au magasin. Ouais, il y a un bruit de fond. Est-ce que Marie, vous vouliez intervenir? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur Index Égalité Pro. C'est vrai qu'effectivement, je n'ai pas Julie. ce baromètre. Si, Julie. Non, après, voilà, c'était aussi le ressenti qu'on avait que la crise Ouais. du Covid avait peut-être freiné les communications sur ce sujet, mais c'était de savoir si c'était toujours à l'ordre du jour pour voir quelle est la tendance au niveau France sur cet index. Je crois que d'ici la rentrée, on va remettre le sujet sur la table, clairement. On vous mettra dans la boucle, tous. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Si vous voulez aussi juste témoigner, hein, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, voilà, ceux qui devront partir après, n'hésitez pas. Vous pouvez partir quand vous voulez. Et ceux qui veulent rester, vous pouvez rester et continuer à témoigner. Alors, en tout cas, sachez que nous, on organise à l'EPC des événements comme celui d'aujourd'hui pendant tout le mois de juin. Alors, attendez, il y a une petite question sur le chat. Alors, savez-vous s'il est prévu de mener une étude au niveau du défenseur des droits, par exemple, sur les effets discriminants du Covid? C'est vrai que le défenseur des droits, il garde ce rôle de garant des droits humains, des droits des personnes dans cette période. Ils ont commencé à pointer du doigt certaines situations discriminantes pendant la période du confinement. Donc là, c'est sûr que je pense que le défenseur des droits est en train d'analyser les effets discriminants du Covid, un peu moins à chaud que sur cette période de confinement. Et par exemple, ce qu'on a vu, ils ont publié quelque chose sur l'accès au supermarché, le fait que les enfants étaient refusés dans les supermarchés. Voilà, il y a une histoire avec ça, qu'on ne laissait pas entrer la famille avec les enfants. Voilà. Il y a eu aussi une alerte du défenseur des droits quand il y avait une réflexion au niveau du gouvernement pour confiner les personnes d'âge plus de 65 ans à rester confinées et de déconfiner les autres. Sauf que ils ont alerté en disant c'est une discrimination liée à l'âge en fait, donc vous ne pouvez pas faire ça. Voilà. Donc ils ont réagi tout au long de cette période et ils vont continuer à le faire et je pense en tirer des enseignements avec un ensemble d'études qu'ils ont l'habitude de faire. Voilà pour ma réponse, si ça vous convient. Encore une question? Je suis encore dispo pour y répondre jusqu'à la fin. En tout cas, avant de se quitter, sachez qu'en tant qu'entreprise membre de notre réseau, vous avez la possibilité de vous inscrire à nos événements programmés. Comme je disais tout à l'heure, on en organise tout au long du mois de juin et jusqu'en septembre. Donc, en tout cas, concernant les événements programmés sur les thématiques spécifiques à l'accès à l'emploi et à la diversité, eh bien, nous avons des prochaines dates. Un webinaire organisé le 12 juin prochain en partenariat avec la Fédération des acteurs de la solidarité qui vous permettra de comprendre les achats responsables et les clauses sociales et leur impact, leur atout en faveur de l'inclusion dans ce temps de Covid. Le mardi 16 juin, un webinaire qui abordera, animé par moi-même et aussi on invitera l'AGFIP ici présent. Donc, on va aborder la question de la reprise du travail des salariés en situation de handicap. Et puis, on vous présentera des mesures concrètes déployées pour venir en aide à vous, aux entreprises. Le 25 juin, on parlera des enjeux de l'inclusion des personnes réfugiées dans l'emploi. Et ce sera aussi l'occasion de vous présenter plus en détail notre projet levier dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, une autre date, le 9 juillet, nous organisons un temps d'échange autour de la question des violences conjugales. En plus, je sais que ça intéresse certaines d'entre vous. Je l'ai bien en tête. Et en tout cas, voilà, vous êtes la bienvenue à cet événement et on vous en dira plus sur ce qu'on envisage de développer sur ce sujet dans l'année. Alors, je regarde si vous avez d'autres questions. Bien, merci Céline et Corinne. Bonne journée. Bien, de toute façon, voilà, on va en tout cas clôturer l'événement. Donc,
Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention, votre écoute. À nouveau, sachez que je vous enverrai le support de ce webinaire et vous aurez mon contact dedans si vous avez la moindre question à l'issue de ce webinaire. Voilà. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais donc vous souhaiter une très bonne journée et aussi un très bon week-end. C'est le week-end. Donc, je vous souhaite, je souhaite de vous revoir très bientôt sur nos événements et puis bon courage à toutes et à toutes d'ici là. Merci beaucoup. Bonne journée.